en attendant que tout le monde s'assoie, pour dire quelques mots sur des questions qui ont été soulevées tout à l'heure et qu'on a abordées à la Fondation. Déjà sur la sécurité des chercheurs en zone sensible, dans le champ humanitaire, c'est vrai que c'est une question importante. Nous, on a édité en français le guide de recherche en sciences humaines et sociales en zone complexe, sensible ou isolée, qui a été édité par une université de Rotterdam. Nous, on a fait la version française et après nous, il y a la version arabe qui va être faite. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on aimerait continuer le débat parce qu'il y a un volet qui manque, c'est quand ces zones sensibles ou complexes sont dans le pays du chercheur. On a toujours l'impression que ces zones sont loin. Non, il faut évoquer ces problèmes. Ce problème a été évoqué, je pense, par M. Kiamba. Et on est ouvert, nous, à vos apports sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, c'est un sujet important. En termes de visibilité des chercheurs, alors c'est vrai que la Fondation soutient en priorité les chercheurs des universités qui viennent, des pays qui sont affectés par les crises. Notre promotion de recherche, aujourd'hui, compte en grande majorité 80% de chercheurs africains, par exemple. Et donc, pour continuer la boucle de la recherche sur la diffusion, on est conscient que la visibilité de tous ces chercheurs est un enjeu. Donc, cette revue, par exemple, sur ce numéro d'Alternative Humanitaire, il y a 3 chercheurs de la Fondation qui ont été publiés de plusieurs pays. Donc, c'est un canal. Aussi, pour que vos recherches continuent leur route vers le débat citoyen, la Fondation est la première organisation de la société civile à avoir rejoint le réseau The Conversation qui alimente la presse avec des recherches scientifiques. Donc nous, on est prêts aussi, toutes les recherches produites par le fond de la Fondation d'une manière ou d'une autre, à accompagner vos recherches avec un journaliste pour que ça atteigne la presse et donc le débat citoyen. Donc pour faire le lien de vos terrains qui paraissent peut-être parfois complexes, isolés, jusqu'au débat citoyen qui va permettre les décisions politiques, nous on est en train de construire toute la chaîne et surtout une chaîne multilingue, puisque le problème c'est que certaines langues sont un peu isolées, avec on va dire un champ humanitaire très anglophone. Donc nous on fait tout en bilingue pour justement faciliter, et on espère que nos collègues hispanophones, lusophones, arabophones feront la même chose pour qu'on ait cette diversité aussi de pensée et de terrain d'action également. Yvan Connoir, je ne vous présente plus, donc professeur à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM et aussi enseignant à l'université Laval. Je vous laisse avec la table ronde numéro... Merci. Où on en est La table ronde numéro 3. Merci beaucoup Virginie. Pour cette table ronde numéro 3, vous aurez remarqué qu'il y a 4 noms dans votre programme et nous avons le plaisir d'en avoir 3 avec nous. Un a été empêché pour des raisons purement de logistique internationale. Et cette table ronde va répondre à la question: peut-on répondre de manière adaptée et coordonnée à des migrations plurielles? Et vous allez voir la complémentarité de ces 3 interventions, puisque nous allons d'abord appeler M. Deschanel-Epier, qui travaille pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à nous parler de protection internationale, la prise en charge internationale des réfugiés. Nous allons après engager une discussion avec M. François Nyoyita Sibigunda, qui est de la République démocrataire du Congo, qui travaille pour l'Organisation internationale des migrations, qui nous parlera de réintégration durable des migrants de retour, défis, enjeux et questions dans le cas du Cameroun. Et 3e aspect de la prise en charge, l'aspect santé, avec la docteure Joséphine Lemouguet, docteur au sens philosophie doctorae, PhD, qui nous parlera de l'accès aux soins, de la prise en charge commune des réfugiés et des populations locales dans l'Est du Cameroun. C'est donc une table ronde passionnante. On va dresser la table avec 3 interventions de 15 minutes précises avant d'ouvrir les débats. Monsieur Epier, je vous invite à commencer votre présentation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Comme vous venez de dire, mon nom c'est Deschanel-Epier. Je travaille au service de protection, au HCR, depuis 2011. En tant que UNV, d'abord pendant 4 ans, et après en tant que staff local, depuis 2015. Bon, avant de commencer, juste pour m'en excuser, je ne suis pas très bon en français, mais je veux essayer un peu quand même de faire mon mieux pour faire cette présentation en français. Bon,
L'activité principale du HCR, le mandat principal du HCR qui est divisé en deux, il s'agit de la protection internationale des réfugiés et de trouver des solutions durables aux ces réfugiés. Bon, nous allons traiter notre exposé sera sur la protection internationale des réfugiés. Et nous avons quelques éléments qui sont là. Qu'est-ce que c'est la protection internationale? À qui incombe-t-elle la protection internationale? Qui bénéficie de la protection internationale? Quels sont les principes fondamentaux de la protection internationale? Bon, la notion de la protection internationale, ce sont les États qui sont les principaux garants de la protection internationale. Ça, c'est le principe général. Donc, cette protection internationale se met en place normalement quand un citoyen qui se trouve sur le territoire d'un État ne peut pas recevoir cette protection. Donc, quand cette protection est défaut dans un État donné. Donc, les circonstances qui déclenchent les mécanismes de la protection internationale sont celles qui sont les mêmes qui apparaissent même dans la définition des réfugiés. Julien. Donc, quelques caractéristiques de la protection internationale, c'est une protection de substitution. C'est une protection de substitution parce que ça se met en place quand il y a des lacunes. La protection internationale se met en place quand il y a des lacunes dans la protection d'un État. Donc, c'est une protection de substitution. Elle peut intervenir qu'en cas de défaut de protection de l'État d'origine. Ça veut dire le pays d'origine est dans les possibilités et l'incapacité d'apporter une protection. Donc, si un Centrafricain, par exemple, vient chercher la protection internationale au Cameroun, c'est parce que l'État centrafricain a cette incapacité-là d'apporter la protection efficace à ces citoyens centrafricains. Donc, l'État d'accueil prend donc la relève et accorde aux réfugiés une protection efficace. Donc, ces citoyens centrafricains qui quittent la Centrafrique, par exemple, qui se trouvent au Cameroun, il est à la recherche de la protection internationale. Donc, le Cameroun, qui est le pays d'accueil, qui est l'État d'accueil, va prendre ces relèves que l'État centrafricain n'a pas pu accorder à son propre citoyen. Bon, nous avons là le mandat de la création du HCR. Le HCR avait été créé en 1949. Comme nous le savons, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec le conflit qui s'est déclenché. Il y a eu des afflux et il fallait une structure pour accorder la protection aux personnes déplacées. Nous avons là les textes qui créent le HCR. Et dans l'article 1 du statut de la résolution 428, on définit bien les fonctions du HCR. On parle de la protection internationale. Ces fonctions-là, il y en a deux. On parle d'assurer la fonction de protection internationale des réfugiés et de chercher des solutions permanentes aux problèmes des réfugiés, ce qu'on qualifie de solutions durables. Donc voilà les deux mandats que le HCR a. Et ce mandat-là est bien défini par le statut. Bon, comme nous disons au début, ce qui assure la protection internationale, d'abord, c'est l'État. Parce que ce sont ces États-là, ce sont les États qui sont signataires des conventions. Ils ont pris les engagements devant la communauté internationale d'assurer la protection de tous les ressortissants qui se trouvent sur son territoire. Ça veut dire y compris les nationaux, les étrangers, comme les réfugiés. Donc, c'est l'État qui est le premier chef. C'est à l'État d'accorder cette protection-là aux réfugiés et aux personnes déplacées. Le HCR vient juste en appui. Le HCR ne vient pas remplacer l'État. Bon, nous avons 5 catégories de personnes qui relèvent de la protection du mandat du HCR. Il y a des réfugiés, il y a des demandeurs d'asile,
il y a les rapatriés, il y a les déplacés internes, il y a les apatrides et les personnes à risque d'apatride. Bon, on a mis plus d'accent sur la définition des réfugiés. La Convention de 1951 et son protocole de 1967, ça c'est l'instrument universel qui définit le réfugié. Et cette convention définit le réfugié comme une personne qui se trouve en dehors de sa nationalité ou des résidences habituelles, parce que cette personne-là a des craintes d'être persécutée à cause de sa nationalité, sa race, sa religion, ses opinions politiques, son appartenance à un certain groupe social. Mais la définition ne s'arrête pas là. À cause de ces raisons, cette personne-là ne peut pas se prévaloir de la protection de son État. Parce que si la personne fuit, peut-être pour des raisons, pour des motifs politiques, et cette personne peut se réclamer, peut se prévaloir de la protection. Si la personne a une crainte, à cause de ses opinions politiques, mais cette personne-là peut se prévaloir de la protection de son état d'origine. Cette personne-là ne remplit pas les critères de définition des réfugiés. Donc il faut avoir cet élément-là, du fait que l'État ne peut pas accorder à cette personne-là la protection. Il y a une deuxième définition, parce qu'au fur et à mesure, la définition qui a été apportée par la Convention de 1951 était limitée. À l'époque, quand ceux qui ont construit cette Convention de 1951, ils n'ont pas pris en réalité un certain nombre de choses. Cette Convention avait des limites. Il y avait des limites géographiques et il y avait des limites dans le temps. Les limites géographiques, c'est que ça s'est concentré plus essentiellement sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les limites dans le temps, ça s'est concentré sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça n'a pas pris la réalité des post-Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est limite géographique parce que ça a tenu compte des événements qui ont eu lieu dans les pays européens. Donc, il a fallu essayer de faire une sorte de réajustement par rapport à la définition des réfugiés pour essayer un peu de couvrir les réalités, surtout en Afrique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette convention de l'OUA qui a été mise en place en 1969 pour compléter cette définition. Et nous voyons, ça cadre bien ce qui se passe en Afrique. La plupart des réfugiés en Afrique, ils ont fui pour des raisons qui sont définies dans cette convention. Donc, ils disent que c'est une personne qui est contrainte de quitter son pays ou son lieu de résidence de fait d'une agression, d'une occupation, d'une domination étrangère, du fait des événements des événements troublant gravement l'ordre public. Donc ici, là, les événements troublant gravement l'ordre public peuvent constituer des guerres civiles, des conflits armés. Donc, la plupart des réfugiés africains satisfait cette définition de la Convention de l'OUA. Bon, nous avons là la clause d'exclusion. La clause d'exclusion, c'est quoi? La clause d'exclusion qui est définie par la Convention, l'article 1F de la Convention de 1951, qui exclut certaines personnes à la protection internationale. Certaines personnes ne peuvent pas bénéficier de la protection internationale à cause de leur comportement, parce qu'ils ont commis certains actes graves. Donc, cette disposition s'applique si nous avons des raisons sérieuses de penser que ces personnes ont commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes graves de droit commun en dehors de leur pays d'accueil. Et ces personnes se sont rendues coupables contre des agissements au but et aux principes des Nations Unies. Donc, la Convention de l'OUA a également ajouté
contre les agissements de l'Union africaine, de l'Union africaine. Bon, nous avons là quelques principes clés de la protection internationale. La non-pénalisation de l'entrée irrégulière dans un État, le principe de non-refoulement, qui est la base même de la protection internationale, le caractère civil et humanitaire de l'asile. Bon, en ce qui concerne la non-pénalisation de l'entrée et de séjour irrégulière, nous avons des dispositions de l'article 31 de la Convention qui interdit qu'on punisse quelqu'un qui fuit des persécutions. On ne doit pas le punir pour l'entrée irrégulière au Cameroun, dans un État donné. Il y a également la loi, l'article 8 de la loi 2005. La loi 2005, c'est une loi qui a été promulguée par le Parlement camerounais. La loi est passée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Nous avons également le principe de non-refoulement qui interdit de renvoyer un réfugié vers le territoire où sa vie sera en danger. Donc c'est le principe fondamental de la protection internationale. Donc, allez un peu. On parle également de l'expulsion. On ne peut pas expulser un réfugié. On peut expulser simplement un réfugié pour des raisons de sécurité. Donc, ces raisons-là, le réfugié doit être notifié pour des raisons pour lesquelles il est expulsé. Donc, le réfugié ne peut pas être extradé dans un pays où sa vie sera en danger. Bon, en ce qui concerne le caractère civil et humanitaire de l'asile, nous parlons il y a des camps et des zones d'installation des réfugiés qui doivent avoir un caractère strictement civil. Le réfugié, c'est un caractère strictement civil et humanitaire. Bon, on est en train d'arriver à la conclusion et on définit donc ce que c'est la protection internationale, qui est une éventuelle activité concrète visant à faire en sorte que les femmes, les hommes et les filles et les garçons qui relèvent de la compétence du HCR aient accès à leurs droits en égalité, en toute égalité et agissant conformément au droit international. Bon, quelques activités là, pratiques de la protection. Nous faisons des monitoring des frontières, surtout à l'est et à l'extrême nord. Nous faisons des enregistrements des nouveaux arrivés avec la vérification biométrique. Nous faisons la détermination des statuts de réfugiés. Nous donnons les documents, les cartes de réfugiés, des attestations de composition familiale, des titres de voyage. Nous faisons, au niveau de la documentation, nous faisons également de l'appui pour les enregistrements de naissance des enfants réfugiés. Donc nous appuyons des autorités étatiques, des autorités camerounaises. On leur fournit parfois des registres de naissance. Nous faisons des suivis des jugements supplétifs. Ça, c'est pour les enfants qui sont nés hors délai. Parce que la loi camerounaise dit qu'on doit enregistrer un enfant qui est né sur le territoire camerounais dans un délai de 90 jours. Ça peut passer ce délai-là et il faut procéder par le jugement supplétif pour enregistrer cet enfant-là dans l'État, dans la mairie. Nous faisons également le plaidoyer pour l'obtention des documents légaux des enfants qui sont nés hors du territoire camerounais. Donc, la plupart des temps, ces enfants-là arrivent au Cameroun, ils n'ont pas des actes de naissance. Parce qu'ils ont fui la persécution, ils ont fui les guerres civiles. Et quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de documents. Donc, avec les autorités camerounaises, nous avons fait un plaidoyer pour qu'on les établisse ce qu'on appelle les attestations tenant lieu d'actes de naissance. Bon, nous faisons des interventions quand les réfugiés sont menacés contre leur sécurité physique dans le pays d'accueil. Nous assurons que, qu'on met en place, les autorités mettent en place les postes des gendarmes près du camp pour assurer la protection des réfugiés. Nous faisons des formations pour renforcer les capacités des acteurs judiciaires.
Nous intervenons également dans le cadre des violences sexuelles et de genre, dont nous menons des activités de prévention, de sensibilisation, formation et renforcement des capacités. Nous menons des activités de réponse. On traite les cas individuels. Nous faisons également des suivis, l'identification et des suivis des enfants à risque. Ça peut être des enfants séparés, des enfants non accompagnés. Donc nous avons mis en place des mécanismes d'identification de ces enfants à risque. Et on identifie des enfants, des familles d'accueil pour accueillir ces enfants. Et on renforce aussi les capacités des communautés, donc des communautés de réfugiés pour accueillir ces enfants. Bon, nous faisons aussi des assistances pour couvrir les besoins matériels et fondamentaux des réfugiés, des mesures spéciales pour les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables ici, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des personnes malades. Bon, nous avons là quelques statistiques. La population réfugiée au Cameroun, la population réfugiée, nous avons les demandeurs d'asile, les personnes déplacées à l'extrême nord, les personnes retournées. On a eu à identifier également des déplacés internes au sud-ouest, quelques chiffres de déplacés internes au sud-ouest. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Espier, pour cette présentation extrêmement complète. Et tout particulièrement intéressant dans le cadre de ces séminaires quand nous visitons un pays ou un autre, c'est de faire le lien entre une convention internationale et son application en droit interne. Je cite le séminaire de l'an dernier au Liban où on a le quart, je dis bien le quart de la population qui est réfugiée au Liban, mais qui ne peut pas demander l'asile et qui ne peut pas être reconnu comme réfugié parce que la législation n'est pas là. Donc là, nous avons le plaisir de voir que la législation au Cameroun existe et qu'elle inclut donc toutes les provisions relatives à l'asile, relatives au non-refoulement, à la non-expulsion et à l'assistance des personnes vulnérables et en danger. Merci beaucoup de nous l'avoir rappelé. Maintenant, je vais donner la parole à M. Ninoyita Sibigunda qui va nous parler du rôle de l'Organisation internationale des migrations en matière de réintégration durable des migrants de retour. M. Ninoyita. Merci énormément pour la parole accordée. Comme pour rappeler, je m'appelle François Nioïta, je suis chargé de programme au CDLOIM. Et durant les quelques minutes qui vont suivre, je vais me servir en fait du projet Appui à la protection et réintégration des migrants de retour au Cameroun comme une étude de cas, en fait un support pour apporter ma contribution sur les enjeux, les défis que nous lisons en termes de voies incurremment du terrain sur la question des transitions humanitaires. Donc, le projet lui-même a un caractère urgentiste, la protection, l'assistance au retour des migrants, et ensuite, le projet veut appuyer la réintégration des migrants qui ressort d'un caractère d'appui au relèvement précoce, au relèvement immédiat. Étant donné le type de questions posées, le questionnement éthique corollaire, je vais donc faire l'effort de me distancer de mes fonctions et mes propos n'engagent en aucune manière l'OIM en tant que tel. Donc je vais faire l'effort de beaucoup plus poser des questions telles qu'elles ressortent de voix qui montent du terrain. Donc j'aborde la question des transitions dans le cadre des tentatives de répondre de manière adaptée et coordonnée à des migrations plurielles. Donc j'espère que les propositions particulières que je vais émettre pourront être inférées et pour servir de réflexion et de débat pour des questions de transition au sens général. Donc dans quelques minutes, je vais juste parler, dessiner cette question comme la pluralité des phénomènes migratoires, des dynamiques récentes et la réponse de l'OIM. Ensuite, je vais parler de flux migratoires et de l'assistance à l'arrivée. Je vais m'atteler à poser des questions éthiques à ces niveaux. Et dans la suite, je vais parler de la gestion post-arrivée avant de clore sur le défi d'obtenir une réintégration durable, le concept de durabilité. Et je crois que tout le monde, comme mon frère ici, mon collègue du HCR vient de le dire, déjà il y a une pluralité de concepts qui quelquefois prêtent à confusion. Réfugiés, migrants environnementaux. Maintenant, il y a plusieurs concepts
dont le contenu est quelquefois équivoque et dont la clarification déjà est difficile. Donc pour aller très vite, je vais notamment insister sur les contraintes additionnelles qui font à ce que le sujet ne soit pas assez maîtrisé, même si de premier abord il semble simple. D'abord, il faut insister qu'il y a peu de connaissances sur le vrai moteur de migration interne internationale. On essaie d'aborder quelquefois les conséquences par le moteur, le vrai cause. Ensuite, le sujet est largement manipulé. Je ne veux pas le répéter dans les contextes camerounais. Vous savez vous-même que le sujet, quand même, est presque un tabou du point de vue social, également politique. Cela n'arrange pas, il y a également des déficits en capacité et en moyens de collecte des données statistiques. Donc quand on dit combien de migrants camerounais, combien de personnes entrent au Cameroun à ces jours, à cause de porosité des frontières, de difficultés d'installer des points d'observation, notamment des migrants terrestres, toutes ces contraintes ne faut que rendre la question difficile. Donc, je ne veux pas prétendre que l'OIM détient des données fiables à ce sujet. À ce jour, depuis juin 2017, nous avons accueilli près de 2700 migrants de retour par voie aérienne, mais par rapport aux expériences que j'ai dans d'autres pays, peut-être que le migrant qui passe par les voies terrestres pourrait être le cas triple. Donc, et personne à ce jour n'a de telles données pourtant importantes. Donc, dans ce que nous faisons, le migrant arrive. Il faut leur octroyer une assistance à l'arrivée, une assistance au retour. Oui, il faut réussir à mobiliser des gens, beaucoup d'acteurs, mais souvent qui viennent pour une visibilité assurément politique et moins pour apporter une assistance pertinente et efficace. Et ça, c'est une question. Que faire? Oui, il y a des services, des ministères thématiques, des institutions du gouvernement en charge, mais ce n'est pas toujours facile de coordonner et d'obtenir une réponse efficiente. Je voudrais insister que la crise actuelle, elle est quand même différente des autres flux qu'on a observés dans le passé, parce que de plus en plus, on observe de nouveaux profils avec de vulnérabilités accentuées, de familles qui retournent, des familles qui retournent brisées, déchiquetées, avec des besoins psychosociaux, avec de vulnérabilités, dont ici je m'abstiens de présenter les images parce que quelquefois elles sont choquantes et quand on veut réfléchir, il faut éviter également le marketing humanitaire qui est un autre sujet éthique dont personnellement je n'aime pas qu'on vende des images. Donc ces vulnérabilités rappellent également une réalité des chocs multiples, des chocs sur des personnes, pas des chocs sur le matériel inanimé, dans le pays de départ, dans le pays de transit et quelquefois dans les pays de destination. Ce sont des personnes qui rentrent traumatisées avec des blessures internes, beaucoup plus nombreuses que ce qu'on peut observer en dehors. Et la question est de savoir, 2 heures, 3 heures à l'aéroport, on a le médecin, on a le personnel spécialiste en counseling, mais est-ce que vraiment on peut apporter une réponse psychosociale en 3 heures à l'aéroport? Et si on veut apporter une réponse, un accompagnement psychosocial à ces 2700 individus, qui va le faire, avec quels moyens, pendant combien de temps? Ce sont des questions qui sont également difficiles parce que nous sommes dans un contexte où l'OIM ne remplace pas le gouvernement, doit responsabiliser le gouvernement et le gouvernement avait beaucoup de préoccupations, de priorités et quelquefois peu de capacités pour faire ce travail qui est également technique. Donc, la question de coordination ne fait qu'alourdir la question, mais la grande question pour moi à ce niveau, à l'arrivée, c'est se demander si on veut donner une meilleure réponse urgentiste, pendant combien de temps va-t-on le faire et qui va le financer? Et l'OIM et d'autres agences comme le gouvernement, tous les acteurs, parties prenantes préfèrent garder silence. Je parlais des chocs multiples qui rappellent le passé
la Libye, l'Algérie, mais à cause des politesses diplomatiques, ce sont aussi des questions sensibles et difficiles. Et nous tous, nous sommes ici, nous savons que c'est difficile d'aborder de telles questions. Mais doit-on continuer de garder silence et dire qu'on apporte une réponse? Une question que je me pose, que je pose à l'OIM, c'est une réflexion, oui. Donc, le calvaire des migrants ne s'arrête pas à ce niveau. Juste quand on vient de les accueillir, on les a donné juste l'argent des poches, quelque chose équivalent à 100 €. On les a accueillis nuitées à l'hôtel. Ils doivent rejoindre leur famille, mais tous n'ont pas de famille proche. Et même quand c'est proche, ce sont des personnes qui ont eu des démêlés avec la justice au départ, qui peut-être se sont endettées, ont mobilisé les familles restreintes et élargies. Est-ce qu'ils sont dans les conditions de rentrer dans leur famille? Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut le former. Quel type de formation? Oui, quelqu'un qui a fait 6 mois en Algérie, qui commençait déjà à s'adapter au commerce d'Alger, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? L'agriculture, et tu appelles ça secteur pérenne et durable. Mais est-ce que c'est durable pour lui? Est-ce que c'est durable dans sa tête? Donc c'est autant de questions. L'encadrement. Il y a des services du gouvernement, le MINJEC notamment, qui fait des grands efforts, mais le besoin dépasse largement les ressources dont on dispose et même la vulnérabilité du migrant au retour demande un accompagnement continu et à long terme qui ne peut se résoudre en 2-3 mois en attendant de donner un paquet, un projet de réintégration à une personne retournée. Donc oui, un accompagnement dans la durée, mais oui, avec quels moyens? Donc c'est le travail que nous faisons, c'est un travail au départ à l'extérieur qu'on peut voir comme simple, mais difficile. Quand on se met à côté, on se questionne. À un certain niveau, on se pose la question si on est en train d'offrir une réponse. Oui. L'autre question, c'est de dire, oui, le migrant, cette personne qui a tué, qui a violé, qui part et qui revient, qui doit encore recevoir à peu près 1 200 € avec toute cette assistance. Est-ce que ce n'est pas une incitation à d'autres jeunes potentiels de rentrer sur cette route de la mort d'Algérie? Je voudrais terminer en disant que la dernière étape à laquelle normalement on devrait coter une organisation qui fait une bonne réintégration, c'est lorsqu'elle obtient la durabilité. Mais la question de la durabilité s'est posée récemment. On faisait beaucoup d'opérations récemment où beaucoup d'organisations, y compris les HCR, se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, avec que le résultat dans la durée. Est-ce qu'on peut visiter ces migrants après 2 ans et le trouver qu'il a réussi finalement? Donc, ça pose d'autres questions opérationnelles plus complexes. Où installer le migrant? Oui, on veut l'installer par un projet, mais où? Vous savez que le Camerounais, actuellement, tout le monde veut habiter la ville. Mais oui, pour obtenir un projet durable, il doit rentrer au village. Comment? Quel mécanisme incitatif pour l'amener à se réinstaller au village? Il y a également des questions liées au secteur d'activité. Le migrant, c'est quelqu'un qui a besoin de services à court terme. Et nous faisons tout pour l'encadrer, pour l'encourager, pour l'inciter à choisir un secteur durable. Mais est-ce que ce secteur durable, pour nous, est-il durable en fonction de ses conditions et ses besoins de services à court terme? Ce sont des questions qui sont difficiles, mais oui, moyen de subsistance durable pour un migrant, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est une question très difficile à définir. Quel mécanisme incitatif? Oui. Ensuite, il faut continuer de suivre le migrant parce que même après l'avoir installé, il peut rencontrer des difficultés. Notamment, la plupart, après l'installation, ils se sont vus expulsés par la municipalité parce qu'une route va passer là-bas pour la CAN prochaine, parce qu'ils ne payent pas les taxes, parce qu'il y a des tracasseries fiscales. Ce sont des questions très difficiles. Et ensuite, au niveau programmatique également, il y a tâtonnement. Quelle approche utiliser pour apporter une réintégration durable? Beaucoup et dans plusieurs pays, on a tenté beaucoup d'approches, oui, approche de projets à base de développement à base communautaire,
Oui, le IMO, on a parlé de l'IMO ici, qui distribue des revenus, mais c'est à court terme. La réintégration, ce n'est pas une provision à court terme. Il faut doter d'un individu d'activités économiques qui lui permettent de subvenir à sa survie à long terme et de le désinciter à repartir. Oui, où trouver ces activités? Comment les financer? Le migrant va-t-il opter pour telle approche? Notamment actuellement, il y a une approche en test, la réintégration accessible à la communauté pour répondre aux besoins des Dunoam, mais presque 90 des migrants ne veulent pas partager leurs bénéfices avec les communautés d'accueil. Que faire? Ce sont des questions. Et pour terminer, je voudrais dire que oui, l'OIM ne vient pas remplacer les gouvernements, mais l'OIM, à ce jour, pose ces questions pour dire que la question de la réintégration durable est une question qui devrait mobiliser toutes les parties prenantes, avec le gouvernement qui devait prendre le lead dans tel processus, mais dans les contextes camerounais, on est loin d'avoir un engagement conséquent à ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Niodita. Je vous remercie beaucoup pour ces réflexions très fortes et qui nous placent devant un dilemme humanitaire, comme on en a beaucoup quand il s'agit de questions de durabilité et de solutions durables. Vous avez eu le mérite de l'évoquer dans le cas camerounais et je pense que tout le monde a appris quelque chose en vous écoutant. Merci beaucoup. On va continuer cette série de présentations avec la docteure Joséphine Lumwogué qui va nous parler de l'accès aux soins et de la prise en charge des réfugiés et des populations locales avec comme exemple l'Est du Cameroun. Joséphine. Ok, merci de me passer la parole. Je ne saurais commencer mon propos sans remercier la Fondation Croix-Rouge qui a bien voulu m'associer à ces journées scientifiques et aussi qui m'octroie un appui financier pour mener une recherche sur l'humanitaire que je mène effectivement sous l'angle géographique. Mon intervention ici porte sur l'accès aux soins et prise en charge sanitaire commune des réfugiés et des populations hautes. L'exemple de la région de l'Est au Cameroun. Cette thématique tourne autour, je l'ai structurée autour d'un certain nombre de questionnements. La région de l'Est est celle qui reçoit beaucoup plus de migrants venant de la Centrafrique. Alors, je me suis posé des questions de savoir quelles sont les caractéristiques de cette région-là qui reçoit le flot de migrants centrafricains au Cameroun. Quelles ont été les responsabilités des parties prenantes dans la prise en charge sanitaire des populations impliquées dans la migration forcée de la RCA vers le Cameroun et quels sont les résultats qui sont découlés de cette prise en charge-là. Bien, il est remarqué que le flot de migrants centrafricains arrive au Cameroun et réside dans des districts de santé qui sont déjà faiblement dotés en infrastructures sanitaires, en personnel et équipements de santé adéquats. Également, les infrastructures et les équipements en eau, en hygiène et les équipements d'assainissement sont faibles dans ces régions. Pourtant, elles accueillent le plus grand nombre de demandeurs d'asile qui sont vulnérables sur plusieurs plans. Alors, fort heureusement, nombreux sont les acteurs humanitaires qui interviennent aux côtés de l'État pour secourir ces demandeurs d'asile et surtout pour leur apporter une prise en charge sanitaire. Alors, notre objectif dans ce travail, c'est de démontrer que l'accès aux soins et à la prise en charge commune des réfugiés et des populations locales ont constitué un défi majeur à relever et le sont encore aujourd'hui dans des régions qui accueillent le grand flot de demandeurs d'asile, à l'exemple de la région de l'Est. Pour donc mener notre analyse, nous avons collecté les données à la fois secondaires et primaires que nous avons analysées suivant
méthodes qualitatives et quantitatives. Alors, la région de l'Est est la principale porte d'entrée des réfugiés centrafricains. Elle est caractérisée par sa superficie qui est très importante. Elle est de 108 900 km². Elle représente 23,1% du territoire national et seulement 3,8% de la population. Elle représente seulement 3,8% de la population totale du Cameroun. Elle est limitrophe à la Centrafrique et son indice de pauvreté est assez élevé. Elle était de 50,4 en 2007 et en 2014, selon les estimations de l'Institut national de statistique, était de 30%. Elle accueille donc depuis 2001 d'importants nombres de réfugiés. Elle est la zone de prédilection des demandeurs d'asile centrafricains, premièrement en raison de sa proximité. En raison de sa proximité avec la Centrafrique, le Cameroun partage avec la Centrafrique une frontière longue d'environ 797 km. Et dans cette frontière, sur ce kilométrage-là, la région de l'Est a la part belle. Sur cette frontière, au niveau de l'Est, il y a eu une ouverture de plus de 30 points d'entrée des réfugiés et des demandeurs d'asile. Cette proximité n'est pas seulement géographique, elle est également ethnique et culturelle, car de part et d'autre de cette frontière résident des peuples Bororo, Haoussa musulmans et les peuples Baya chrétiens. Et cette proximité culturelle va également expliquer l'intégration des migrants dans les populations, les communautés d'accueil. Aussi, un autre facteur qui explique l'afflux des réfugiés dans la région, c'est que le Cameroun est signataire des conventions internationales sur la protection des réfugiés, celle de 1951, celle de 1969 et celle de 2005, entrée en vigueur en 2011. Le Cameroun assure donc la protection des réfugiés depuis fort longtemps à travers ses représentants, ses délégations ministérielles, et est appuyé dans cette tâche par le Haut Commissariat des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, des entrées massives des réfugiés de façon spontanée poussent à un certain nombre de problèmes de santé, donc les défis majeurs d'accès et de prise en charge de ces populations, que ce soit les populations d'accueil ou les populations hautes ou les réfugiés, ou celles des réfugiés. Nous constatons que la population de l'Est a évolué très rapidement dans le temps. En 2005, selon le recensement général de la population, elle était de 771 755 habitants. En 2016, elle était de 840 014 habitants. Et il faut noter que je n'ai pas relevé les autres chiffres, je n'ai pas voulu présenter les autres chiffres ici. Sinon, lorsqu'on regarde de façon chronologique sur les années, cette population augmente très très rapidement. Ajouté à cette population, ajouté à cette analyse globale, on peut aussi relever que la population des réfugiés de cette zone est la plus importante. En 2010, elle représentait 50% du total des réfugiés centrafricains. Et en 2016, le HCR a relevé un chiffre de 180 485. Et à la délégation régionale de la santé pour 2017, le chiffre de 157 784 a été relevé. Alors, ces populations des réfugiés s'installent dans des districts de santé, dans 8 districts de santé sur les 14 que compte la région, que ce soit dans des sites formels ou dans des sites informels. Et nous savons que ces demandeurs d'asile entrent
dans des territoires ou dans un territoire où les déterminants de la santé ne sont déjà pas très bons. Ces réfugiés ont tout abandonné dans leur pays et arrivent démunis, sans emploi ou ont des revenus très faibles pour ceux qui trouvent des petites activités à exercer sur le terrain. Certains manquent d'abri. Il y a des problèmes de dégradation d'environnement dans ces zones-là, des problèmes, les ressources, des problèmes de dégradation d'environnement, des ressources, des conditions de vie, des conditions d'hygiène, de salubrité, la déscolarisation des enfants dans ces zones-là. Aussi, ils arrivent à la frontière du Cameroun étant fatigués, traumatisés et malades. Leur entrée massive et spontanée expose donc les communautés hôtes aussi aux insécurités telles que l'insécurité alimentaire, les violences et des conflits qui peuvent donc affecter davantage leur santé. L'afflux des populations entraîne l'accroissement de la morbidité pour certaines maladies endémiques dans la zone, dont le paludisme, les infections respiratoires, la typhoïde, les gastro-entérites, les infections sexuellement transmissibles, et là aussi la résurgence de certaines pathologies anciennement maîtrisées, telles que la rougeole et la méningite. Alors, on observe donc un accroissement des besoins et une forte demande en soins et équipements sanitaires et connexes dans la zone. Donc, les solutions ne peuvent être trouvées que par l'État camerounais et les partenaires humanitaires intervenant sur le terrain. Donc, nous avons ici un diagramme qui montre le cheminement de l'intervention de l'État camerounais à travers le ministère de la Santé, la délégation régionale de la santé et les structures de santé en place, l'hôpital régional, le district de santé, les hôpitaux de district, qui reçoivent des patients, font des suivis au niveau local, transmettent des rapports au niveau de la région, qui est le niveau régional de coordination et de supervision, qui à son tour envoie des rapports au niveau de la supervision générale, donc le ministère de la Santé. Nous avons sur le terrain, pour ces interventions-là, une carte sanitaire qui nous montre les différents districts de santé dans cette zone-là. Nous avons 14 districts de santé pour 119 aires de santé avec 230 formations sanitaires. Le détail de ces formations sanitaires-là sont présentés dans le tableau. On va de l'hôpital régional au centre de santé intégré. Les partenaires humanitaires sont le Plan Cameroun, je vais citer quelques-uns, Plan Cameroun, Médecins sans frontières, AHA, qui interviennent dans les équipements sanitaires, le renforcement du personnel médical, et d'autres partenaires également interviennent, comme vous pouvez constater dans le tableau, dans le WASH et dans les secteurs d'eau, hygiène, assainissement et surtout les AGR. Et les bénéficiaires sont à la fois les réfugiés et les populations hôtes. Nous avons donc comme résultat de ces interventions, nous pouvons voir sur ce diagramme, l'évolution de la morbidité des principales pathologies, le paludisme, les infections respiratoires hautes, les gastro-entérites, les traumatismes. Nous pouvons voir clairement que de 2014 à 2017, il y a eu une évolution plutôt positive qui montre que ces pathologies sont en train d'être maîtrisées. En plus, nous observons que les consultations dans ces zones-là ont évolué. De 2014 à 2017, on a eu un pic de croissance entre 2015 et 2016. À 2017, on a un chiffre raisonnable qui montre que les actions entreprises sur le terrain par l'État et par les partenaires humanitaires portent des résultats plutôt positifs. Nous notons également que le taux de mortalité a baissé de 2014 à 2017 également. Alors, nous disons que pour cette observation que nous avons menée sur le terrain,
nous constatons que la prise en charge d'urgence a été effective sur le terrain, d'où la réduction des pathologies que nous avons observées. Le système de santé a été véritablement renforcé par les partenaires humanitaires parce que les structures de santé ont été construites. Il y a eu des extensions de certains ont été entièrement construites ou équipées. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Mais seulement, le personnel de santé reste insuffisant et en termes de quantité, de nombre et en termes de qualité. Le plateau technique reste faible. On a malheureusement le retrait progressif des partenaires avec la diminution des ressources mises à disposition pour les populations hautes et les réfugiés. On a la difficulté de pérennisation des ouvrages par les acteurs locaux. On a également des menaces par rapport à l'atteinte des objectifs ou à cette pérennisation-là, qui sont les habitudes socio-culturelles des bénéficiaires et aussi l'enclavement de certaines zones. Nous avons pensé à certaines opportunités qui peuvent continuer à améliorer la situation. La présence de certains partenaires de façon continue peut contribuer à améliorer davantage la situation. Les pratiques des activités génératrices de revenus sur le terrain par les réfugiés et par les populations hautes vulnérables également, et surtout le retour de la paix en Centrafrique conduisant à la possibilité de rapatriement de certains réfugiés. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, Madame Loumouguet, de nous avoir fait cette étude de cas extrêmement fouillée, qui comporte des points extrêmement positifs sur le renforcement du système de santé et sur l'efficacité des stratégies mises en place par les partenaires humanitaires avec le système de santé du Cameroun, et aussi d'autres points plus négatifs quant à l'insuffisance de personnel ou bien aussi effectivement le retrait des partenaires quand l'argent n'est plus là. Nous allons ouvrir une période de questions, mais je vais me réserver la première question. J'aimerais savoir en quoi les habitudes socio-culturelles des bénéficiaires sont-elles une menace sur le fonctionnement du régime de santé en appui aux réfugiés, si je peux me permettre. Bien, les habitudes socio-culturelles des populations sont une menace pour le renforcement, pour la réalisation, pour l'atteinte des objectifs du système de santé, parce que ces populations-là ne respectent pas toujours les règles d'hygiène pour certains et de salubrité. Il y a des populations qui ont du mal, en fait, c'est des personnes qui, dans leur milieu de vie au quotidien, ne pratiquent pas un certain nombre de règles d'hygiène et qui, du coup, arrivés en asile au Cameroun, on commence à leur dire vous devez absolument utiliser les toilettes, par exemple. Une petite insolite de mon terrain, c'est que quand j'arrive sur le terrain, je me rends compte de la grosse difficulté de l'hôpital de Ngam où j'étais, c'est que selon le chef de cette structure-là, c'est que les populations, les patients n'utilisent pas toujours les toilettes comme ça se demande et qu'ils défèquent parfois autour de l'hôpital. Et je demande donc aux réfugiés pourquoi ça se passe ainsi, et certains me disent discrètement qu'en fait, dans leur culture, on ne devrait pas avoir des toilettes, on ne devrait pas déféquer dans les toilettes parce qu'en fait, quand on le fait, on perd son bétail. On devrait le faire dans les gazons, puisque traditionnellement, il est dit que le propriétaire du bétail ne devrait pas avoir des toilettes. Il doit déféquer dans. Donc, c'est des habitudes comme celle-là. Il y a plein d'exemples qui amènent les populations à avoir des problèmes de santé qu'on aurait pu éviter s'ils pratiquaient des règles d'hygiène, s'ils respectaient certaines règles de propreté qu'on leur recommande sur le terrain. Il y a plusieurs exemples de ce genre. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au délégué de la Croix-Rouge française. Est-ce que vous avez un micro aux alentours?
Le micro est là. Merci beaucoup. En fait, j'ai 3 interrogations, mais une interrogation par intervenant. La première s'adresse au HCR, M. Epi. En fait, je suis au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je dirais présent depuis septembre. Nous intervenons, la Croix-Rouge française, sur des programmes en consortium avec d'autres partenaires à l'extrême nord et à l'est. Et nous travaillons avec des populations réfugiées et les IDP. Au cours de mes déplacements terrain, les discussions avec ces populations bénéficiaires, notamment par rapport à ceux qui interviennent dans le domaine de l'agriculture et autres, ils ont de sérieuses difficultés en termes d'accès aux fonciers. Il y a certains qui sont exploités, il y a des problèmes de spéculation autour justement du foncier par rapport à ceux qui arrivent à mettre la main sur un petit lopin de terre qui se voient retirer leur parcelle juste après une année d'exploitation ou c'est offert à celui qui offre plus. Du coup, mon interrogation c'est par rapport à la présentation du ACR, je n'ai pas vu justement cet axe en termes d'accès aux fonciers pour les populations déplacées. Quand on prend les 2 crises, que ce soit à l'est ou à l'extrême nord, nous n'avons pas encore une perspective de stabilisation au sens propre, surtout côté centrafricain, alors que prévoit le HCR dans ce sens pour faciliter l'accès de façon formelle aux fonciers pour les populations déplacées. La deuxième interrogation, elle est pour l'OIM. Dans son intervention, vous aviez parlé justement en termes de préparation au retour des populations migrantes. Vous avez abordé la question de la famille. La Croix-Rouge française a aussi travaillé sur la migration et travaille encore sur la migration des pays de départ, pays de transit jusqu'au pays d'accueil. Dans le cadre de nos activités, nous mettons en œuvre des activités d'accompagnement psychosocial, de protection en partenariat avec le CICR. Et au cours de ces activités d'accompagnement, de protection, disons, il y a des entretiens individuels qui sont conduits avec les populations migrantes, sans pour autant travailler sur le retour des populations migrantes, parce que c'est un peu le principe de la Croix-Rouge. On n'encourage pas, on ne décourage pas, mais nous sommes là pour répondre aux besoins humanitaires. Du coup, on écoute ces populations migrantes. La plupart des migrants, notamment au niveau des zones de transit, des pays de transit, aspirent à retourner dans leur pays d'origine. Mais leur seul souci, c'est comment faire face à cette famille. Parce que c'est un sentiment d'échec de retourner dans les pays. Aujourd'hui, nous avons l'OIM et les financements, que ce soit les fonds fiduciaires de l'Union européenne, qui travaillent sur le retour des populations migrantes dans les pays d'origine, mais sans qu'un vrai travail soit fait justement sur ce côté communautaire. Parce que si la famille, qui doit être ton premier soutien, est le premier à te rejeter, on comprend pourquoi certains migrants sont à leur énième tentative pour partir de l'autre côté. Donc, que fait l'OIM dans ce sens? Et enfin, docteur, sur l'accès aux soins de santé, c'est vrai que les résultats montrent qu'il y a une amélioration en termes de morbidité, mais est-ce que cela n'est pas dû à l'intervention des partenaires? Aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a une diminution des financements sur l'humanitaire dans ces zones, et ce qui veut dire que beaucoup de partenaires vont se retirer, certains se sont retirés, d'autres prévoient leur retrait au plus tard le 31 décembre. Et ce que je chasse, la gratuité, ces populations réfugiées, ils ne bénéficient pas d'un système de gratuité des soins au Cameroun. Je pense que la politique de gratuité, elle n'existe pas encore au Cameroun. Alors, est-ce que des initiatives communautaires via des systèmes de mutualité, des mutuelles de santé solidaires sont envisagées ou envisageables dans ces zones? Je vous remercie. Merci pour ces 3 questions. Alors, moi, je vais commencer par M. Epier, si vous voulez bien.
Bon, je ne sais pas si j'ai bien retenu votre question. Vous parlez par rapport à l'accès aux terres, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça? Oui. Ok. Le droit des propriétés, c'est l'un des droits fondamentaux des réfugiés. Et je pense que la loi 2005 sur le statut des réfugiés énumère un certain nombre de droits sur lesquels on dit que le réfugié a droit d'accès à la propriété. Maintenant, pourquoi est-ce que les réfugiés n'accèdent pas à ce droit-là? Ça, c'est une autre question. Quelles sont les dispositions? Parce que, comme je disais tantôt, vous savez, en matière de protection des réfugiés, ce sont les États qui sont les premiers chefs. Ce n'est pas le HCR. Nous accompagnons juste l'État camerounais en matière de protection des réfugiés. Donc, quelle est la disposition qui a été mise en place par le gouvernement camerounais? Parce que c'est ce que la loi dit, le principe est là, que le réfugié peut accéder à ces propriétés-là. Mais est-ce qu'il a cette possibilité-là? Est-ce que les dispositions ont été mises en place par les États d'accueil pour qu'il ait cet accès? Bon, je ne connais pas très bien la réalité dans le terrain sur l'Est et dans l'extrême nord. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'ici à Yaoundé, il y en a certains réfugiés qui sont en possession des terrains. Ils sont en possession des terrains, ils peuvent acheter des terrains. Donc nous avons eu quelques cas. Mais je ne sais pas concrètement comment ça se passe à l'extrême nord. Parce que je suis basé ici à Yaoundé, je suis dans le cadre des réfugiés, parce que nous avons deux catégories de réfugiés. Il y a les réfugiés urbains qui sont à Yaoundé et à Douala, et il y a des réfugiés sur les sites. Des Centrafricains qui sont à l'extrême nord, dans la Damawa, et au nord, et les Nigériens qui sont à l'extrême. Pardon, les Centrafricains qui sont à l'est, et dans la Damawa, et dans la région du nord, et des Nigériens qui sont à l'extrême nord. Donc, je ne connais pas concrètement le contour, quelle est la situation concrète à ce qui concerne l'accès aux terres. Mais je sais qu'au niveau de la zone urbaine, ça ne pose pas trop de problèmes. D'accord. Merci, Monsieur Epié. Monsieur Nioyita, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie pour la question. Je tiens à préciser que l'OIM, sous le financement EUTF, Transfound, facilite le migrant de retour camerounais. Ça, c'est une précision. Oui. Maintenant, il y a plusieurs programmes qui facilitent d'autres types de migrants. Et je n'ai pas voulu, je vous en fais une économie ici. Mais je voudrais insister sur le rôle de famille, parce que vous avez évoqué la famille. Vous savez que pour le moment, on ne peut pas résoudre la question migratoire seul. Peut-être qu'on a parlé ici des approches bottom-up, donc oui, il faut rentrer à la base. Il faut responsabiliser notamment les familles. Vous savez qu'actuellement, nous avons des grands besoins de reconstruire une citoyenneté responsable. Ça c'est pas une ONG, une agence des Nations Unies qui va le faire. Ça aussi, c'est le dialogue sur la migration qui doit être un dialogue franc avec le gouvernement, aussi avec la population. Donc, il faut introduire des approches qui incitent les gens à se voir face à face et se dire la vérité. C'est pourquoi, dans d'autres pays, on a introduit des approches des community-based stabilization, la cohésion sociale. Il faut un dialogue intercommunautaire parce que cette personne a une historique, quelque chose qui n'est pas propre avec sa communauté au départ, et donc on ne peut pas réintégrer quelqu'un comme ça. Il y a des préalables au niveau communautaire. Ensuite, je voudrais dire que l'OIM, avec des financements qu'elle a, ne peut pas faire tout. Il faut donc construire des partenariats et des synergies avec d'autres programmes. C'est ce que nous faisons avec le MINAS, avec le MINJEC, avec aujourd'hui l'UNICEF. On est en train de discuter sur la question de référencement des mineurs non accompagnés. C'est ces synergies qui vont permettre de répondre de manière durable et efficace aux questions migratoires, mais il faut beaucoup plus responsabiliser les acteurs locaux. Excellent. Merci, Monsieur Nioyita. Monsieur Epié.
Par rapport au retour des migrants, bon, l'OIM s'occupe généralement des migrants, ceux qu'on a considérés comme des migrants ordinaires, leur retour. Et les migrants en situation de déplacement qui sont des réfugiés, le HCR facilite également le rapatriement volontaire. Donc, quand les conditions de retour sont propices, donc nous faisons des évaluations par rapport à la situation sécuritaire et on encourage les réfugiés de retourner dans leur pays. Ça fait partie du mandat du HCR. Ça fait partie de ce qu'on appelle, c'est l'une des 3 solutions durables qui entrent dans le cadre du mandat du HCR. Donc, nous faisons également le rapatriement volontaire des réfugiés. Tout à fait. Merci beaucoup. Joséphine? Merci. Je vais répondre à la question de... Vous allez m'excuser, je n'ai pas retenu votre nom. En fait, je pense que vous vous interrogez sur la question de durabilité des actions des humanitaires auprès des réfugiés. Et vous partez du fait qu'on voit très bien que la morbidité a évolué, a diminué, a baissé sur la période où ils intervenaient. Et on vous posait la question de savoir comment est-ce que cette situation va se présenter, parce que comme quand ils vont se retirer, parce que leurs ressources baissent, beaucoup se retirent et les réfugiés continuent de séjourner sur les sites. En fait, sur le terrain, nous avons constaté que les actions des humanitaires, certaines actions des humanitaires, à un moment donné, après la période d'alerte et d'urgence, se sont retournées plutôt vers la pratique des activités génératrices de revenus. Les réfugiés et certaines populations hautes vulnérables ont reçu des formations pour mener des activités génératrices de revenus, ont été appuyés financièrement ou ont eu des apports en semences pour ceux qui devaient pratiquer l'agriculture, et d'autres, en fait, ils ont eu beaucoup d'appui pour pratiquer des activités, parce que la prise en charge sanitaire au début, lorsqu'ils arrivaient, était gratuite pour tout le monde, systématique. Après, à un moment donné, je ne retiens pas, je n'ai pas la période exacte dans ma tête, on a commencé à sélectionner, à cibler. Il y a une opération de ciblage où les réfugiés qui sont arrivés avant 2013 ne sont plus pris en charge par les humanitaires. Les frais de santé des réfugiés arrivés avant 2013 ne sont plus pris en charge. Donc ceux-là, on suppose qu'ils ont eu le temps de se faire former et d'utiliser tous les conseils, toutes les ressources mises à leur disposition pour se prendre en charge en général et particulièrement prendre en charge leurs soins de santé. Et ceux qui sont donc arrivés après 2013 sont encore sous la charge des humanitaires et particulièrement IMC, International Medical Corps, qui aussi sont en train d'être formés pour pratiquer des activités génératrices de revenus. Beaucoup ont reçu déjà les appuis pour mettre sur pied leurs petites entreprises. Et aujourd'hui, il y en a qui ont le chèque santé, qui reçoivent le chèque santé. Ça fonctionne toujours. Donc, c'est pour dire que les soins étaient gratuits à un moment donné pour certains. Aujourd'hui, ils le sont partiellement pour d'autres. Et à un moment donné, on pourra effectivement arrêter cette prise en charge-là. Mais les humanitaires font tant bien que mal prennent des mesures pour que cette autonomisation soit effective. Mais seulement, il y a toujours des contraintes sur le terrain, des personnes l'instabilité des réfugiés qui partent d'un site à l'autre, alors que ceux qui sont dans certains sites ou dans certaines communautés, dans certains villages, des communautés hautes, ont reçu des terrains, des lopins de terre, des parcelles qui ont été attribuées par les chefs traditionnels.
il y a un certain nombre d'hectares, si je me souviens bien, peut-être dans les plus de 200 hectares qui ont été attribués par un chef traditionnel juste pour que les réfugiés puissent exploiter, pour du moins avoir de la subsistance, produire de la subsistance par eux-mêmes. Donc, il y a ces mesures qui sont mises sur pied, mais malheureusement, le contexte social et surtout culturel fait que ça ne marche pas toujours chez tout le monde, parce que les populations, les Bororo, autant pour moi, ne sont pas des populations qui pratiquaient déjà l'agriculture. Ce sont des peuples d'éleveurs. Et ils font de l'élevage transhumant. Or, étant en asile sur des territoires, en zone rurale, généralement, parfois, leurs cheptels ne sont pas toujours acceptés par la population haute, surtout s'il s'ils sont dans des zones où l'agriculture est normalement pratiquée. Du coup, ils ne pourront plus facilement mener leur activité qui est celle de l'élevage. Donc, il y a ces difficultés-là qui s'observent sur le terrain. Mais il y a quand même la relève qui se prépare pour ce qui concerne leur prise en charge sanitaire. Merci Joséphine de nous donner cet exemple très concret de transition. Je vais prendre une dernière question à cause des délais qui me sont impartis. Monsieur, je m'excuse pour les autres, mais j'ai une reine du temps ici qui va me taper sur les doigts si je dépasse 6 heures. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Je suis Christian Eyaga de l'Université de Tian. Ma question va à l'endroit du professeur Conoir ou du représentant de l'OIM. Moi, je suis que facilitateur. Je reviens sur votre présentation de la première table ronde. Alors, nous avons observé qu'il y a un grand maillage d'acteurs. Et là, le représentant de l'OIM faisait comprendre qu'eux également, ils ne peuvent pas agir directement. Du coup, ils ont besoin de partenaires. J'aimerais savoir si cette multiplication des partenaires extrêmes n'est pas finalement un problème pour une action efficace. La question qui se pose est, y a-t-il trop de partenaires au début d'une intervention et y en a-t-il assez en termes de durabilité, comme on vient de le voir ici, quand il s'agit de travailler avec les mêmes populations 3 ans ou 5 ans après? Alors généralement, la règle, c'est catastrophe égale arrivée de centaines d'ONG venues de partout, et puis 3 ans après, tout le monde est parti parce que le financement propre est terminé. Ils ne peuvent s'inscrire dans la durabilité que des organismes comme le HCR ou l'OIM qui ont une présence institutionnelle durable dans le secteur d'intervention. C'est généralement la règle. Après, il faut tout contextualiser, à savoir quels partenaires sont là, pourquoi, quel mandat, est-ce qu'on remplit, et là c'est là le rôle essentiel des clusters, est-ce qu'on remplit tous les besoins qui sont identifiés au profit de toutes les catégories de population? Les jeunes, les vieux, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les vulnérables, les handicapés, les malentendants, je ne sais pas. Donc, si la couverture aux yeux du cluster, c'est-à-dire de l'ensemble des partenaires qui sont dans un groupe sectoriel, sur la base des études qui sont menées, c'est-à-dire c'est quoi le baseline, c'est quoi la ligne de base pour travailler avec ces populations, conclut au fait que les besoins sont couverts, très bien, on n'a plus besoin de nouveaux partenaires. Il peut y avoir le fait aussi contraire qu'on ait besoin de nouveaux partenaires qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Une fois que tous ces partenaires ont dépensé le généreux argent donné par les bailleurs, généralement 60% d'un appel des Nations Unies, la question se pose de la durabilité, comme on l'a vu, des soins ou de l'entretien de ces différentes populations. J'ai beaucoup aimé le point de Joséphine qui dit il y a avant 2013 et il y a après 2013. On fait l'hypothèse que depuis 12 ans, les gens sont dans une solution durable que M. Épier appelle l'intégration locale. L'intégration locale, même si ces gens ont toujours l'option de rentrer chez eux, fait qu'ils sont de manière durable insérés dans le tissu socio-économique camerounais et qu'ils vont possiblement y rester encore quelques années, si ce n'est pas toute leur vie. Et c'est une chose qui se multiplie à l'infini sur le continent africain. Ça n'exclut pas des retours tardifs. Les Burundais sont rentrés chez eux 35 ans après. Les Rwandais sont rentrés chez eux 35 ans après. Le retour peut se faire de manière très tardive et vous savez très bien que pour les Palestiniens, ça fait 70 ans que la montre tourne et il n'y a pas de solution au bout du miroir. Donc, je pense que j'ai répondu à vos principaux éléments. Vous avez compris qu'il faut contextualiser chaque situation et capitaliser sur le rôle des clusters comme canalisateurs et organisateurs de l'aide sur le court terme et sur la durée. Maintenant, il y avait une... Juste pour dire par rapport au retour, bon,
à ce qui concerne les réfugiés surtout, comme vous avez dit, il y a surtout des tardifs, des réfugiés qui restent là peut-être pendant longtemps et ça pose un problème peut-être à l'état d'accueil. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce caractère de retour volontaire. Parce qu'il n'y a pas de retour forcé, on ne peut pas forcer un réfugié de rentrer chez lui. On ne peut pas forcer un réfugié de rentrer chez lui, dans son pays. Je pense qu'il y a une dame qui a posé une question lors de précédentes interventions, le cas des réfugiés tchadiens qui se trouvent, qu'on a rapatriés, et il y en a certains qui sont à Langui, qui sont encore à Garoua. Il y en a certains qui sont dans la région du Nord, il y en a d'autres qui sont à Garoua, il y en a d'autres qui sont à Pitois et tout ça là. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes parce que le camp de Langui a été fermé depuis 2013 et ces réfugiés sont encore là. Il y en a, c'est juste une minorité de personnes. Ces gens-là, parce qu'ils estiment qu'ils ont encore des craintes de retour, donc ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Donc, le problème qui se pose, le problème que la dame a posé, c'était par rapport, parce qu'ils ont souvent des problèmes de tracasserie par rapport à la documentation. Et nous recevons presque tous les jours, quel que soit des coups de fil de ces réfugiés-là, quel que soit des coups de fil des autorités, qui nous posent ces problèmes que la plupart de ces réfugiés n'ont pas de documents. Donc, nous insistons surtout sur le caractère de retour, sur le caractère volontaire de retour des réfugiés, parce qu'il y en a certains qui disent que bon, ce réfugié est là pendant longtemps, pourquoi est-ce que ces réfugiés ne rentrent pas? Nous facilitons, nous faisons la sensibilisation pour leur retour. Mais ça arrive que parfois, ils estiment qu'ils ne peuvent pas rentrer. Donc nous étudions, pour ceux qu'on estime qu'ils ne peuvent pas rentrer, nous faisons des études au cas par cas. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des Rwandais, par exemple. Nous avons mis en place, par exemple, la clause de cessation des réfugiés rwandais, c'est-à-dire ceux qui ont fui des événements de 1959, 1994 jusqu'au 31 décembre 1998. Il se trouve or que parmi ces réfugiés, il y en a certains encore qui estiment qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, malgré le fait que ces clauses de cessation a été mise en place. Donc ce problème-là, ça reste. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on est en train de voir avec les autorités camerounaises comment est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à leurs problèmes. Si on peut les délivrer les cartes de résidents ou les titres de séjour. Parce qu'à ce qui concerne nous, la communauté internationale a estimé que ces gens-là, ils ne devaient plus bénéficier de la protection internationale. Tout à fait. Ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres l'ont été avant. Le dernier mot, merci d'abord à tout notre panel. Merci.